Ce deuxième colloque, Bâtir ensemble une filière performante. Un éco-organisme, c'est un chef d'orchestre qui doit coordonner des musiciens. La REP, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. L'enjeu, c'est l'économie circulaire dans le bâtiment. Et on considère que la REP est un moyen de l'atteindre, mais c'est pas l'inverse. Le début et la fin de vie des produits sont totalement liés, puisqu'en fait, la fin de vie doit redevenir un début de vie d'un produit. L'action forge l'expérience. Et donc, on va enchaîner avec la dernière séquence de la matinée. Je vous avais dit que c'était riche puisqu'on va parler de la REP PMCB et notamment comment assurer une couverture complète des territoires dans une logique de proximité. Évidemment, ici, dans l'Hexagone, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et donc, Sarah Biguet et Stéphane Murigneux vont me rejoindre pour cette dernière séquence de la matinée. Je vous en prie. Merci à vous. Rebonjour Sarah, qui est donc intervenue, voilà, directrice développement de Val-d'Elia, et donc Stéphane Murigneux, merci Odile d'être avec nous, président d'ITEDOM, donc président de l'Institut de la transition écologique des Outre-mer. On va parler de cette spécificité aussi des Outre-mer qu'il ne faut pas oublier quand on parle évidemment de ce sujet. Avant de parler du maillage, peut-être Sarah, et vous avez ce que j'appelle la petite zapette, avec humour, si vous voulez passer aussi quelques transparents pour illustrer vos propos. Peut-être, alors évidemment, Arnaud Aberdroz a commencé à en parler, mais de bien expliquer pourquoi Val-d'Elia se positionne sur cette REP PMCB. Bien sûr. Alors, pourquoi Val-d'Elia se positionne sur cette REP PMCB? Parce qu'en fait, il y a des synergies naturelles entre la filière de l'ameublement, du DEA Pro et de la PMCB. Donc on a des synergies en amont, puisqu'il y a des adhérents, notamment les agenceurs qui interviennent à la fois sur la filière ameublement et sur la filière PMCB. Donc on a déjà un socle d'adhérents qui potentiellement sont communs. Et puis après, au niveau opérationnel, en fait, on a beaucoup de liens entre ces deux filières, puisqu'en termes de rénovation, déconstruction, rénovation des bâtiments, le mobilier fait partie donc des flux qu'on a à prendre en charge, et on est très fréquemment sollicité par des cureurs, des déconstructeurs et des démolisseurs pour prendre en charge d'autres flux, notamment les flux du second œuvre. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas de réponse à leur apporter, mais là aussi, on a un socle d'utilisateurs qui sont communs aux deux filières. Et on pense qu'en termes de séquençage de chantier, c'est quelque chose qui sera tout à fait pertinent. Voilà. Alors, tout à l'heure, Arnaud Gossement a parlé notamment de ce cahier des charges qui avait bien occupé pendant l'été. Peut-être en dire plus sur ce qu'il comporte, on va dire, en matière de collecte, de réemploi aussi et de recyclage. Normalement, c'est le gros bouton vert qui doit fonctionner. Normalement, c'est le gros. Le petit, c'est un pointeur. Le gros bouton. Voilà, juste devant. Parfait. Voilà. Je vous en prie. Oui, alors juste reprendre, alors très simplement, parce qu'il n'y a évidemment pas toutes les obligations, il n'y a évidemment pas tous les objectifs, ni toutes les échéances. Vincent Regnouf et Maître Gossement l'ont évoqué, c'est une filière et donc des textes qui s'articulent les uns avec les autres et qui sont quand même assez complexes. En tout cas, ce qu'on peut retenir déjà, c'est trois dates assez simples. Donc si la filière a déjà démarré en 2022, d'un point de vue réglementaire, elle n'a pas démarré d'un point de vue opérationnel. Donc le démarrage opérationnel de la filière, c'est 1er janvier 2023. Avec donc des conditions pour la reprise sans frais des déchets. Au 1er janvier 2023, démarre la reprise sans frais sur les points fixes des déchets triés en 7 flux. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose, sur un périmètre qui n'est pas tout le spectre de la filière PMCB. Quand on parle de points fixes, les points fixes, ils peuvent être de plusieurs natures. C'est donc à la fois évidemment les distributeurs négocent et leurs agences qui sont donc un point clé du dispositif Val-d'Elia dans la notion du maillage. On a les déchetteries pro et on a aussi les déchetteries publiques, mais qui, donc ce qu'on appelle traditionnellement le SPGD, mais qui ne sont pas un point majeur du déploiement du maillage de Val-d'Elia. Sur les déchets d'éléments d'ameublement, ça fait 10 ans qu'on travaille sur une filière professionnelle. On n'intervient pas donc sur la gestion, le service public de gestion des déchets.
Sur la filière PMCB, il y a une obligation pour tous les candidats à l'agrément de proposer des solutions pour le SPGD. Donc, comme on est candidat à l'agrément, évidemment, on répond à cette obligation, à cette attente. Mais le maillage Val-d'Elia de points fixes est essentiellement composé donc de distributeurs négoce et de déchetterie pro. Alors, le 1er janvier 2023, c'est aussi le début donc, du déploiement du maillage. Donc, ce maillage va se déployer jusqu'à la fin de l'agrément et doit être complet en 2026. Donc, c'est-à-dire que de 2023 à 2026, les éco-organismes agréés doivent déployer le maillage et puis avoir quand même assez rapidement rempli la moitié donc, de leurs obligations. Donc voilà. Donc ça, c'est pour 2023. Ensuite, il y a une autre date qui est très importante. Et alors on se dit, tiens, c'est un peu bizarre parce qu'on commence en ayant de grandes exigences et puis après, les exigences, ça me nuise en quelque sorte. 1er janvier 2024, c'est la reprise gratuite de la collecte conjointe. Alors là, on va avoir un grand moment de vocabulaire parce qu'on a plein de terminologies. On a la collecte triée, on a la collecte conjointe, on a la collecte en mélange, on a la collecte des déchets résiduels en mélange. Bon, personne n'y comprend rien. Alors nous, quand même, on essaie de s'accrocher un peu et de faire des efforts et de mettre les bons termes sur les bonnes modalités. Alors la collecte conjointe, ça veut dire que c'est toujours les fameux 7 flux, mais que pour certains, on peut les collecter mélangés ensemble en fait dans un même contenant. Donc ça veut dire que par exemple, on pourrait envisager d'avoir un contenant où on mélange du bois, du métal, du plastique. Alors sachant que cette collecte conjointe peut se faire selon certains critères et à partir du moment où ça ne perturbe pas les objectifs de recyclage. Hein. Donc, il ne faut pas mélanger. Dans la collecte conjointe, par exemple, on ne mettra pas du verre ou du plâtre, puisque ça, manifestement, ça va avoir un impact sur les autres flux. Et ensuite, 2024, c'est un point hyper important. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Hein. Donc nous, on est un peu en avance de phase sur le cadre réglementaire. 1er janvier 2024, c'est aussi la reprise sans frais des 7 flux triés sur les chantiers. Donc on a les points fixes en 2023, les chantiers en 2024, et puis après en 2025, on a les déchets résiduels. Donc c'est d'autres déchets que les 7 flux et qui sont souvent assez composites, et qui du coup seront collectés aussi en mélange. Donc ça, c'est pour le cadre réglementaire et un petit peu le calendrier. Qu'est-ce qu'il en est pour Val-d'Elia? Oui, voilà. De la feuille de route, donc, finalement, dans ce cadre-là. Voilà. Oui, et puis du coup, non, si quand même, c'est là. Je ne savais plus dans quel sens j'avais mis les diapos. Non, je demande qu'on change le sens des diapos, puis après, je ne me rappelle plus que j'ai demandé qu'on change le sens. Donc, bon, voilà. Alors, le cadre réglementaire impose aussi, aussi des objectifs en termes de réemploi et de réutilisation. Le réemploi et la réutilisation se fait aussi sur zone dédiées, donc c'est-à-dire sur les points fixes. Hein. Il y a des zones réemploi-réutilisation qui sont obligatoires. Alors là, il y aura vraiment, si on parlait de pédagogie tout à l'heure, il y aura vraiment beaucoup de pédagogie à faire auprès des apporteurs, auprès des gestionnaires de zones, pour ne pas avoir une espèce de zone fourre-tout où tout le monde apporte tout et n'importe quoi, en n'importe quelle quantité, en n'importe quel état. Parce que le prélèvement de flux apte au réemploi sur les points d'apport volontaires, on constate quand même sur la filière ameublement que ce n'est pas évident et on imagine que sur la filière PMCB, il y aura aussi un certain nombre de problèmes qui seront rencontrés. Par rapport au réemploi, donc vous avez là les objectifs de taux qui sont indiqués, donc 2% en 2024, 4% en 2027 et 5% en 2028. Donc c'est en fin d'agrément, donc ces objectifs vont au-delà de la première période d'agrément des éco-organismes et c'est extrêmement ambitieux. Et du coup, c'est vrai que ça s'appuie sur un certain nombre d'études et de plans d'action, élaboration de plans d'action, élaboration d'études, proposition d'évolution des objectifs. Et puis ce point très très important sur l'étude sur la déconstruction sélective, puisque l'idée c'est vraiment de voir comment
les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre peuvent s'impliquer. Et donc ça, c'est une étude qui sera essentielle. Réglementairement, on doit la faire dans les 3 ans après l'agrément. Chez Valdelia, on n'attendra pas 3 ans pour porter cette étude, puisque ce sera vraiment un pivot assez central de notre politique aussi de réemploi sur les chantiers. Oui, parce que, comme on le disait, ça se fait ensemble. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs engagés. Alors comment on va procéder? Donc, déjà, on va commencer par développer le maillage des points de reprise Valdelia. Donc, ce maillage, comme je l'ai dit, va s'appuyer sur le réseau des distributeurs, adhérents, donc les agences des adhérents Valdelia, et également en complément les déchetteries professionnelles. Ce maillage, c'est un maillage commun national à tous les éco-organismes. Donc là, on est en phase d'agrément. Donc chacun en fait propose un maillage beaucoup plus dense et important que le maillage qui finalement va être retenu, puisqu'après il va y avoir effectivement des effets de coordination où le maillage va être construit de manière collaborative. En tout cas, il répond aux obligations qu'on a mentionnées tout à l'heure. En gros, on va dire dans les zones de densité de population assez importantes et où les entreprises du bâtiment sont représentées, il faut qu'il y ait un point de reprise qui reprenne les 7 flux sans frais et avec une zone réemploi à 10 km de la production donc de déchets PMCB. C'est ce que je disais, ça peut aller jusqu'à 20 si c'est moins dense en population et moins dense en entreprise. Voilà. Alors, par rapport à la question de Madame tout à l'heure sur l'obligation des distributeurs, l'adhésion donc des distributeurs au maillage est vraiment quelque chose de volontaire. On ne va pas forcer les adhérents Valdelia à participer au maillage. C'est-à-dire que beaucoup sont volontaires et ils voient effectivement un intérêt en termes d'offres de services, de reprise de déchets pour leurs clients, pour le trafic également sur le point de vente. Donc ça, c'est intéressant. Mais on a aussi, c'est ce qu'on voit à l'autre bout de la diapo, des points de reprise, alors qu'on appelle centres de massification volontaire, mais qui sont des points de reprise qui sont hors maillage et qui, là, en fait, correspondent à une activité. Donc ça peut être un distributeur négoce spécialisé sur le bois qui va dire « je ne reprends que du bois ». Donc lui, il sera spécialisé sur un flux. Donc de ce fait, ce sera un point complémentaire, mais ce ne sera pas un point du maillage, parce que pour être point du maillage, il faut reprendre tous les flux. Ça peut être une entreprise du bâtiment qui fait de la reprise de déchets et qui, du coup, à qui on met des contenants pour faire le tri des déchets. Ça concerne donc les gisements inférieurs à 50 mètres cubes, qui ne sont donc pas éligibles à une collecte sur chantier, mais qui font l'objet d'un apport sur point d'apport volontaire. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ce qui est super important de comprendre, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation d'Awen et Florane, c'est que tout ça, ça s'accompagne. Donc, évidemment, il y a une réglementation qui impose, qui impose un certain nombre de pratiques. Les surfaces de vente sont ce qu'elles sont. Elles sont quand même déjà relativement tendues. Avant tout, les distributeurs négocient sont plutôt là pour optimiser la place, pour vendre des produits. La question du déchet, même si c'est un service, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à articuler avec leur activité. Donc, c'est tout le travail. On aura des retours d'expérimentation. Voilà, c'est tout le travail des expérimentations. Vous travaillez avec d'autres acteurs pour organiser... De voir comment on optimise ça, comment éventuellement on le déporte, comment on le mutualise. Enfin bon, on a différentes solutions. Alors, ce que je propose, il y a peut-être d'autres choses sur la feuille de route, mais peut-être qu'on peut bien expliquer la question, peut-être la problématique du maillage, qui va permettre de passer la parole aussi à Stéphane Murigneux, parce que vraiment, il ne faut pas oublier les territoires ultramarins. Je vais faire une petite transition, parce que j'y avais pensé. Donc, en tout cas, ce qui est important chez Valdelia, c'est vraiment dans le déploiement de la filière, dès 2023, c'est de donner une place très importante au déploiement sur les DROMCOM. Voilà. C'est-à-dire que souvent dans les filières, on commence d'abord territoire métropolitain, puis après on dit bon, on verra comment on déploie dans les DROMCOM, peut-être pas tout de suite, etc. Nous, dès le démarrage de la filière, donc on lance des actions sur les DROMCOM, d'où le travail avec Stéphane. Qui va tout nous expliquer. Alors, avec une particularité, c'est ça, de ces territoires aussi sur ces enjeux de collecte, de tri des déchets, c'est ça?
Alors, une particularité. Bon, alors, d'abord, je voudrais remercier Arnaud, même s'il n'est pas là. Je voudrais surtout remercier Valdelia. Voilà. Ça y est, il est revenu. Ah, il est là. Voilà. Il est là et bien là. Donc d'abord, je voudrais remercier Arnaud Humbert-de-Rose et Valdelia de leur invitation aujourd'hui. Et je voudrais surtout vous remercier pour votre implication sur les Outre-mer. Parce que les Outre-mer, c'est le trou dans la raquette, c'est le chaînon manquant, c'est ce qui, de façon générale, est systématiquement oublié et, on va dire, involontairement dans la réglementation. On va dire qu'on va passer rapidement sur le sujet, et pour d'autres, c'est un petit peu plus volontaire parce que les Outre-mer, ça coûte cher. Alors, En revanche, pour partir en vacances, c'est pas tout souvent oublié, ça. Non, ça on s'en souvient mieux, effectivement. Mais ça, on souhaite une très, très belle reprise et un très beau dynamisme touristique en cette période post-Covid. Ce que je voulais dire, et je vais rebondir sur ce que tu disais à l'instant, c'est que lorsqu'on parle de particularités, il y a des particularités, non, il y a des spécificités ultramarines qui s'expliquent. Ces spécificités ultramarines, elles peuvent se résumer en quelques points. D'abord, ce sont des zones non interconnectées. Alors, la ZNI, c'est le point de blocage des Outre-mer. À la différence de nos territoires continentaux, nous ne sommes pas reliés par le train, par les autoroutes, et non, on n'a pas de fluidité dans les exutoires, donc ça ne peut pas aller vite. Et ce n'est pas aussi fluide qu'on peut l'avoir. On a cette grande problématique sur l'énergie, mais on l'a aussi dans les déchets. Deuxième point très important, c'est une réalité en Outre-mer. La gestion des déchets, ou une mauvaise gestion des déchets, a des conséquences terribles en matière, d'une part, de salubrité, mais surtout en termes de sécurité sanitaire. Ici, on ne le vit pas. Là-bas, on le vit de plein fouet. Le développement de la dengue, le développement de chikungunya, c'est essentiellement une très mauvaise... c'est en partie encouragé par la problématique de gestion des déchets. Et enfin, vous voulez dire des déchets qui s'entassent et qui créent des problèmes sanitaires, qui deviennent en effet des nids à développement de dengue, de chikungunya à La Réunion, et on a un véritable problème sanitaire. Donc ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour les Outre-mer que de gérer les déchets historiques, et évidemment les déchets de la PMCB, encore plus, puisque de toute façon, nous sommes en saturation sur l'enfouissement, et on se doit de les gérer de façon exemplaire. Alors de façon exemplaire, ça va me permettre juste de faire un petit point, mais qui est l'écho, ce qu'a dit Vincent ce matin, ce qu'a dit Arnaud Gossement, et de ce que tu dis également, c'est qu'on parle bien d'une filière nationale. Une filière nationale, et la France... Alors, ce n'est pas un militantisme outrancier, c'est que la France, elle ne s'arrête pas à l'Hexagone. Mais bien souvent, lorsque l'on pense filière déchets, on va de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille, et on oublie que lorsque les législateurs parlent d'entièreté du territoire national, on inclut nos départements et régions d'outre-mer. Il n'y aura pas de rupture dans l'équité de traitement, et c'est le principe même de la REP. Ce qui me permet de revenir à la genèse de cette REP. On en a parlé tout à l'heure. On a à la fois la problématique des déchets du bâtiment, et on a la problématique des dépôts sauvages. Cette problématique de dépôts sauvages, elle est amplifiée sur nos territoires ultramarins, elle est amplifiée par les catastrophes naturelles. Ces catastrophes naturelles, nous en avons encore vécu une, nous, la semaine dernière, et j'ai évidemment une pensée toute particulière pour mes amis de Guadeloupe, dont certains sont dans la salle, et évidemment, je les salue, puisque le passage de la tempête Fiona a fait ressurgir des tonnes et des tonnes de déchets. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chez Valdelia aujourd'hui, mais je voudrais juste souligner que Valdelia a été le premier à réagir suite au passage de la tempête Fiona, a réagi immédiatement et avec efficacité. Encore merci. Peut-être falloir que j'arrête de dire merci, parce que ça fait 3 fois depuis le début de mon propos. Et il ne vous a pas soudoyé? Non. Non, c'est sincère.
ne savais même pas que j'allais le dire. Alors, l'équité territoriale et les problématiques de déploiement territoriaux. Tu l'as dit, effectivement, chez Valdelia, vous n'avez pas attendu en fait, la mise en œuvre pour vous pencher sur les territoires ultramarins. C'est votre ADN, je le sais, je vous connais depuis longtemps, je sais que vous êtes dans le faire, vous êtes dans l'action, plutôt que dans l'attentisme et que la patrouille ensuite vienne vous rattraper en disant « Ah, eh ben, eux, vous les avez oubliés ». Ça veut dire qu'il y a des expérimentations, alors, si vous dites ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que le faire, eh bien, vous êtes déjà dedans, et en effet, à moins que tu souhaites en reparler, des expérimentations sont en cours de construction, sont en cours pour certaines, parce que nous allons être confrontés sur les territoires ultramarins à quelques points de blocage que tu as évoqués, notamment en matière de reprise. Et là, il faut faire preuve d'une grande agilité, de beaucoup d'imagination, et se mettre en action, puisque, pour reprendre une formule bien connue aujourd'hui, c'est l'action qui forge l'expérience. Et on en parlait tout à l'heure, parce que les magasins de 4000 m², vous ne les connaissez pas là-bas, c'est ça? Alors, les surfaces de vente de 4000 m², on les cherche encore. On n'a pas de surface de vente de 4000 m². Donc, et Arnaud Gossement le disait, la REP et les textes sont en cours, les textes vont évoluer et ce sera une demande que nous porterons, que nous soutiendrons, faire évoluer ce texte parce que nous n'avons pas de surface de vente de 4000 m². Et pour aller plus loin, puisque l'on parle de déchetterie professionnelle, on parle de quoi? Non, on n'a pas de déchetterie professionnelle non plus, et certainement pas en quantité suffisante. Il y a une demi-déchetterie professionnelle, Christelle, on la connaît, et sur d'autres territoires, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est une formidable opportunité de développement pour pouvoir créer des déchetteries professionnelles. Alors peut-être un atout, c'est le réemploi. Alors, j'y viens. Les structures réemploi. Vous avez vu comment j'accélère le mouvement avant qu'on poursuive et qu'on ait des échanges? J'y viens. Et merci d'avancer sur le coup d'après. En fait, oui, réemploi, mais pour terminer mon propos sur les déchetteries professionnelles, et la filière PMCB sera un relais de croissance, sera un levier de dynamisme économique pour ces territoires ultramarins dont on oublie que les curseurs ne sont pas les mêmes que pour la France hexagonale. Je voulais évidemment venir sur le réemploi qui est réellement fondamental pour les territoires d'outre-mer et les départements et régions d'outre-mer parce qu'ils sont le synonyme, encore une fois, de création d'emplois. On en connaît, je sais que Valdelia en accompagne. Lorsqu'on parle de création d'emplois sur le réemploi, on a des structures qui créent 50, 70, 100 emplois uniquement sur du réemploi. À ce jour, quand on va rentrer la donnée PMCB à l'intérieur, ils vont peut-être doubler leurs effectifs. Créer 30, 40, 50 emplois en Outre-mer, c'est extrêmement important. Et la filière sera donc vertueuse au-delà de la notion d'empreinte carbone limitée, limitée par le réemploi. Il y aura le caractère vertueux de la création d'emplois et de la dynamique économique. Et oui, ce réemploi sera fondamental et sera à l'œuvre. En tout cas, pour ça, il faut un éco-organisme agile. On a bien compris. Justement, c'était le point suivant. Oui, je lis dans vos pensées. Oui, et dans mes notes peut-être même. Non, même pas. Non, j'ai pas mes lunettes, comme dirait Arnaud Gossement. Voilà. C'est juste que je vois le temps en même temps. Le sujet est passionnant, mais je vois le temps qui file. Vous voyez ce que je veux dire? Alors l'agilité. Oui, bien sûr, l'agilité, c'est l'agilité déjà en marche de la part de Valdelia, qui a pris un coup d'avance, qui est déjà à la rencontre des acteurs locaux, qui travaille déjà avec les acteurs locaux, qui capitalise sur ces expériences d'éco-organismes mobiliers professionnels aujourd'hui et qui duplique, capitalise et avance. Et effectivement, lorsqu'on me pose la question en Outre-mer, est-ce que c'est le bon partenaire? La réponse, je pense qu'elle est dans la question. Donc voilà, moi je ne peux que souligner ce dynamisme.
Et voilà, on va s'arrêter au côté positif de Vadelia et on ne va pas aller parler de l'attentisme ou des errances que l'on a pu subir par le passé de la part d'autres filières. On va s'arrêter là. Mais moi, je viens à me poser 2 questions. Peut-être que vous pourrez m'y répondre, soit les professionnels, soit vous-même chez Valdelia. Les spécificités de nos territoires ultramarins ne légitiment-elles pas le fait qu'il y ait un acteur unique qui connaisse, comprenne et agisse en Outre-mer? Les Outre-mer, ça ne se découvre pas sur une carte postale. C'est parce qu'on y travaille, qu'on y vient régulièrement et qu'on est à l'écoute des territoires, des politiques et des acteurs économiques que l'on peut bosser de façon efficace. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul acteur qui ne s'occupe des Outre-mer? Et enfin, je demanderais, si je peux appeler de mes voeux quelque chose, ce serait que la solidarité nationale joue réellement en matière... Oui, il y aura différents éco-organismes, la concurrence ça a du bon, disait quelqu'un tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, cette solidarité nationale et l'organisme coordinateur devra jouer pleinement son rôle sur ces territoires, parce que là, on devra vraiment être dans le faire ensemble. Et les questions sont posées. En tout cas, merci pour cette présentation. Et on comprend à quel point, quand on parle de maillage, il ne faut pas évidemment oublier ces territoires. Vous voulez ajouter quelque chose, Sarah? Oui, sachant qu'après, je vais vous laisser environ 5 minutes pour votre conclusion et qu'il y ait des questions complémentaires. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane et qui était très intéressant. Donc effectivement, nous, on est déjà allé plusieurs fois à la rencontre des territoires d'outre-mer. Arnaud Imbert-Rose a fait plusieurs tournées. Il en a fait une au mois de mars. Il repart la semaine prochaine pour rencontrer des adhérents et des parties prenantes de cette filière PMCB, mais aussi DEA. C'est vrai que la question des moyens, des points de reprise, des déchetteries pro et aussi la partie recyclage, c'est bien une question qui est fondamentale sur ces territoires-là. Et le réemploi et la réutilisation est une bonne alternative. Et donc, on a de plus en plus de partenariats, donc soit avec des partenaires conventionnés sur la partie ameublement, mais aussi à l'étude avec différents partenaires, des études de faisabilité, de création, de ressourcerie sur cette question plus spécifique des PMCB et qui donc apporteront des solutions qui seront très, très intéressantes. Alors, vous avez parlé du maillage, peut-être quelques mots supplémentaires sur la feuille de route. Juste sur le maillage, pour finir, l'objectif, vu le tonnage qu'on vise en collecte par rapport à nos mises en marché, on estime chez Valdelia qu'il nous faut un maillage de 2000 points de collecte sur l'ensemble du territoire national en 2026. Voilà, donc ça c'est pour la partie point fixe. Sur la partie chantier, donc point extrêmement important, alors même si dans les répartitions de volume, on part plutôt sur une majorité de collecte en point fixe avant les chantiers, voilà. Le chantier, c'est vraiment le savoir-faire, l'expérience de Valdelia depuis 10 ans. Ça représente à peu près un quart de nos tonnages et comme je l'ai dit, on a une communauté d'acteurs, notamment utilisateurs, demandeurs sur la partie chantier. Donc on s'adressera à tous les chantiers de construction neuve, chantiers de rénovation, réhabilitation, chantiers de démolition, qui ont des problématiques différentes et auxquels il faudra s'adresser en termes de contenants, de séquençage, de rotation, de manière différente. Donc en gros, on ne posera pas 7 bennes de manière concomitante sur des chantiers, puisque ça n'existe pas. Donc il y aura de la personnalisation en fonction des besoins, c'est ça? D'où aussi les expérimentations chantiers pour voir les contraintes. Beaucoup de chantiers n'ont pas forcément de place et donc il faudra être ingénieux en termes de contenants, de multi-contenants, multi-flux, enfin voilà, des choses un petit peu plus optimisées pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des flux sur ces chantiers. Pourquoi on veut commencer le chantier avant l'obligation réglementaire de 2024 ? Pourquoi on veut commencer dès 2023 ? Parce qu'on pense que le chantier, c'est la clé pour développer une politique réussie et ambitieuse de réemploi et de réutilisation. Je l'ai dit tout à l'heure, on croit moyennement au potentiel de réemploi des flux sur point d'apport volontaire. En revanche, là où sont les produits, c'est sur les chantiers. Voilà, il y a déjà des acteurs qui sont en place, qui travaillent très bien cette partie-là. Il y a des AMO réemploi, il y a des plateformes de massification
digitale ou physique pour mettre à disposition des flux. Et nous, on veut vraiment construire quelque chose avec les acteurs en place pour faire en sorte que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, etc., intègrent ces notions-là dès la conception en fait, des marchés qu'ils vont passer, et qu'on soit sur une captation des flux et qu'on puisse aussi avoir un effet massification du réemploi. Et donc, trouver les solutions pour structurer aussi les filières de débouchés preneuses. C'est vraiment la clé de la politique de réemploi de Val-d'Elia, et ça se passe sur les chantiers. Peut-être un point important quand même sur le recyclage et la valorisation, qui est quand même aussi un élément important. On va dire en deux minutes. Les 95 autres % des flux captés, évidemment, sera une partie recyclage. Il y a des flux qui sont déjà très bien pris en charge, très bien traités, hein, le bois, le métal. Il y a des efforts de recyclage et notamment de structuration de sites de recyclage sur certains matériaux. Alors, soit il n'y a pas assez de sites, soit les capacités ne sont pas encore assez importantes. Nous, on va lancer un appel d'offres au deuxième semestre 2023 pour un déploiement opérationnel en 2024 et construire fin 2023 une politique industrielle de recyclage. Sur cet appel d'offres, on sera évidemment très attentif et très intéressé pour des projets en création. Donc, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas forcément opérationnels immédiatement, mais qui peuvent apporter des solutions innovantes sur les matériaux qui vont poser des problèmes en termes de recyclage, soit du fait de la matière elle-même, soit du fait du maillage ou des capacités techniques qui existent. Besoin de beaucoup de R&D, de projets innovants aussi pour ces sujets-là, parce qu'on n'a jamais fait avant. Voilà. Nous aussi, et tout ça est lié, c'est-à-dire qu'on adaptera aussi toute la partie collecte sur site par rapport aux attentes et aux exigences des sites de recyclage. L'idée, c'est vraiment de construire une chaîne qui soit vertueuse et qui permette à chaque étape de tenir les objectifs. Je suis sûre que je voulais dire autre chose sur le recyclage. Jetez un œil. Pendant ce temps-là, préparez-vous si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Allez-y. Vous avez déjà des mains levées. Comme quoi, vous voyez, ça suscite beaucoup. Vous avez le temps de regarder si vous vouliez ajouter un complément. Oui. On prend la question et puis vous... Oui. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Laura Nedalman de Tribu Énergie. Ma question s'adresse à Sarah Biguet. Dans votre diapositive, vous indiquez les objectifs de réemploi, donc 2, 4 et 5%. Ce sont des objectifs qui sont en masse? Oui, bien sûr, c'est des volumes en tonnage. Très bien, oui. Merci. Il y a une autre question devant. Et sur l'ensemble et qui concerne en fait l'ensemble de la filière, hein, donc pas propre aux catégories Val-d'Elia. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses. Oui. Je vous en prie. Oui, bonjour, Simon Loisel, donc acteur du traitement et de la valorisation des déchets et acteur dans le réemploi. J'ai deux questions. Est-ce que au niveau de votre SI, vous allez pouvoir faire évoluer votre SI de manière à pouvoir intégrer du réemploi directement sur les sites de massification, chose qu'on a déjà sollicité sur la filière d'ameublement. Et la deuxième question... Peut-être répondre et puis vous poserez la deuxième. Voilà, très bien. Les sites de massification, je ne suis pas sûre de comprendre à quoi vous faites référence. Dans vos marchés, vous avez des sites qui vont recevoir directement les flux qui vont en recyclage. Et sur ces flux-là, on s'aperçoit, en tout cas sur la partie ameublement, qu'il y a encore des matières réemployables. Et aujourd'hui, le SI ne permet pas encore de prendre ça en compte. C'est deux sujets différents, même si la question est intéressante. Alors, le sujet du SI Val-d'Elia, évidemment, il évolue pour intégrer mieux les tonnages réemployés, réutilisés, hein, puisque aujourd'hui, ils sont déclarés dans une interface complémentaire et donc on recompile des données. Donc ça, c'est un développement qui est en cours pour avoir une demande et que cette demande soit ventilée entre réemploi, réutilisation et recyclage. L'autre question, c'est sur la captation en fait, de flux pour le réemploi sur des centres industriels de recyclage. On n'y croit pas beaucoup.
Après, voilà, on n'y croit pas beaucoup parce que c'est des flux qui globalement sont transportés en benne, sont déchargés. Le fonctionnement d'un site de recyclage, c'est pas le fonctionnement d'un site de réemploi. La préservation des produits, le picking, etc., c'est compliqué. Donc, nous, on préfère que ces flux soient captés en amont, en fait, avant d'arriver au centre de recyclage. Pour autant, ce que vous dites est très vrai, hein, puisque là, dans la salle, on a nos partenaires Cap Recyclage, Praxi, avec qui on travaille et qui nous remontent ces informations. Et d'ailleurs, ils sont Matériauthèque Val-d'Elia, puisque sur leur site, ils reçoivent des éléments d'ameublement qui sont encore de bonne qualité. Ils font un prélèvement, notamment sur des plateaux, sur des panneaux de bureau pour alimenter la matériothèque. Donc, c'est pas complètement non, c'est pas complètement oui, c'est quelque chose à voir. C'est encore un peu trop tôt pour répondre vraiment à la question, à l'aménagement de l'appel d'offres et savoir comment cette partie-là sera prise en compte. En tout cas, c'est sûr qu'on essaiera de maximiser au mieux le réemploi, à voir après pour que ça reste dans une logique industrielle de recyclage et qu'on ne mette pas en place quelque chose qui soit très compliqué pour un résultat qui ne soit pas forcément très pertinent en termes de volume. Le but de la question, c'était juste de laisser la porte ouverte. Voilà. Et alors, vous avez une deuxième question. Une autre question, c'est plus sur la question du maillage et sur le développement en fait, de ces points d'apport volontaire. Comment comptez-vous justement pratiquer pour développer ce maillage? Est-ce que c'est par le biais d'appels d'offres? Est-ce que c'est par le biais de soutien à des mises en place de nouvelles plateformes? Est-ce que voilà. Alors, la réglementation prévoit donc que pour les points du maillage, il y a un contrat de reprise et que ce contrat de reprise est lié évidemment à une politique de soutien. Donc avec des soutiens différenciés entre si on est point de maillage et qu'on reprend tous les flux ou si on est juste point complémentaire et qu'on reprend une partie des flux. Ça, c'est juste sur la politique en fait de soutien. Après, nous, on va faire voilà, des appels à manifestation d'intérêt. On a déjà repéré un certain nombre de points de maillage. Il faut encore poursuivre le dimensionnement, le recrutement des points de maillage. Donc on est ouvert à toute candidature dès lors que le point est OK pour reprendre, accueillir en fait les 7 flux. Bon, ça, c'est la contrainte. On verra après les différentes modalités d'accueil, de stockage, etc. Donc, ce ne sera pas vraiment un appel d'offres, hein, ça va être un recrutement. Puis ce recrutement, il va se faire aussi, il va être ouvert, il va se poursuivre tout au long de l'agrément et il va prendre en compte aussi les aspects de coordination. Donc, à un moment, ensemble, avec les autres éco-organismes, on va voir qu'il manque peut-être des points de maillage sur une zone. Et puis là, on fera un travail très spécifique de recrutement de points de maillage. Après, sur la partie du soutien technique, etc., c'est un peu l'objet des expérimentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le travail de Florane et Awen de voir quelles sont les contraintes. Alors, d'avoir donc des volontaires qui disent moi, je veux être point de maillage et de lever un certain nombre de contraintes techniques et d'apporter un soutien en termes de conception, d'organisation. Donc on fait des guides qui sont dédiés aussi aux points de maillage pour qu'ils aient des axes de travail et c'est vraiment sur mesure, c'est vraiment personnalisé. Donc c'est pas forcément un soutien financier dans le sens où on va pas dire on vous prend en charge la création d'une plateforme, mais en tout cas on a un accompagnement spécifique sur cette question-là. Alors, je vois Arnaud avec un micro, il va ajouter quelque chose. Je suis désolée, on vient de dépasser d'une dizaine de minutes. On a une après-midi très riche qui est censée recommencer à 13h30. Je pense qu'on ne reprendra pas à 13h30, sinon vous n'aurez pas le temps de déjeuner. Juste, est-ce que l'un ou l'autre voulait ajouter quelque chose quand même en conclusion, Stéphane Murigneux ? Et comme il y a le déjeuner, vous pourrez poser des questions et échanger, c'est l'opportunité pour le dire. Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je voulais juste, en complément de ce que tu viens de dire, c'est que on va sur ces points de maillage, moi j'entends avec attention ce que tu dis, c'est que de toute façon c'est l'imagination qui va être au pouvoir au début de cette filière et je crois qu'on va pouvoir se permettre, et j'entends bien les travaux que vous allez faire avec les autres éco-organismes pour dire voilà, qu'est-ce que l'on peut imaginer. Évidemment ça n'existe pas, puisque ça n'existe pas, eh bien, tout est à imaginer, à adapter peut-être pour optimiser, faire et faire encore. Moi, j'ai juste peut-être quelque chose à dire, comme l'a dit Vincent Reniouf tout à l'heure en intro.
c'est la plus grosse filière REP de l'histoire. Elle est très complexe aussi dans son articulation et elle ne va pas être forcément super lisible pour ses utilisateurs. Donc vraiment, l'objectif de Valdelia, c'est d'être un facilitateur par rapport au démarrage, à la mise en place de cette filière, d'accompagner les acteurs sur le déploiement et vraiment de faire en sorte que le tri se mette en place et que voilà, la filière démarre et en fait ne s'enlise pas dans quelque chose de trop complexe et d'illisible. Donc c'est vraiment notre objectif pour la fin de 2022 et 2023. Très bien, et donc on a commencé à vous informer. On va continuer cet après-midi justement avec des expérimentations, des acteurs qui vont venir témoigner. Arnaud Imberdros qui vous en dira plus aussi sur les prochaines étapes. Donc merci de votre écoute. On vous invite tous à déjeuner dans la salle où avait lieu le café. On se retrouve d'ici 1 heure à peu près et on peut les applaudir. Merci. Thank you.